Et donc ce milieu autonomiste conteste une domination ottomane qui entre en crise parce que bon, l'Empire lui-même est entré en crise avec en particulier l'attaque que l'Italie lance contre l'Empire ottoman en 1911 pour s'emparer de la Libye, et puis en 1912 et 1913 la première et la seconde guerre balkanique. Dans ce contexte, les puissances européennes vont apporter leur soutien, ou en tout cas manifester leur intérêt au mouvement autonomiste arabe, en tout cas comme instrument d'influence. Ceci dans le cadre d'un système politique européen qui lui-même est en marche vers une guerre mondiale, c'est-à-dire le jeu des alliances. Or, dans le jeu des alliances, c'est un peu compliqué à expliquer, mais en gros, l'Angleterre cède à la France la priorité d'influence sur l'Orient arabe, à l'exception évidemment d'Égypte occupée par les Britanniques, et à l'exception de l'Irak, qui doit rester dans la zone d'influence britannique. Et les autres puissances européennes acceptent le marché qui donne à la France une domination d'influence dans l'espace syrien. Arrive la Première Guerre mondiale, puisque vous savez que l'Empire ottoman entre en guerre en novembre 1914. Et ils ont précédé l'entrée en guerre par la suppression des capitulations, c'est-à-dire de tous les instruments juridiques qui permettaient aux Européens d'installer une espèce de condominium sur l'Empire ottoman. C'est une guerre catastrophique pour la région. C'est un immense cauchemar que la Première Guerre mondiale, alors quitter les belles images des films Thierry Lawrence, enfin de Laurence d'Arabie, de David Lean, c'est un apocalypse. La Première Guerre mondiale est apocalyptique. Les Français et les Britanniques établissent un blocus total maritime de la région. Vous avez l'arrivée de sauterelles qui dévastent les cultures à un moment où tout le réseau de communication s'est effondré dans la région parce que la priorité est donnée aux armées ottomanes qui se battent. Donc vous avez des famines, des épidémies, des disettes là où il n'y a pas de famine. Vous avez la levée en masse de la conscription sur l'ensemble de la population, car aussi image d'Épinal que l'armée ottomane serait composée de paysans anatoliens, est composée à 30 à 40% de soldats arabes. Et toutes les élites locales fournissent des officiers à l'armée ottomane. L'armée ottomane qui bat les Français et les Britanniques à la bataille des Dardanelles est pour une bonne moitié arabe. Sans parler des milliers de soldats arabes qui meurent dans le Caucase ou ailleurs. Alors il y a un terme en arabe, enfin, qui est un terme turc, qui incarne cette période de catastrophe, le seferbelik. C'est vraiment la dévastation totale de la région, d'autant plus que la région est zone de combat en Irak, en Palestine, etc. Bon, l'ultime point des combats a lieu en Syrie en septembre-octobre 1918. Alors, l'un des armes ottomanes, c'était de proclamer le djihad contre la France et la Grande-Bretagne. La France et la Grande-Bretagne, enfin la Grande-Bretagne d'abord était la première puissance musulmane au monde, et la seconde puissance musulmane au monde, c'était la France, à cause de leurs empires coloniaux respectifs. Et quand je dis puissance musulmane, c'était le terme que les gens utilisaient à l'époque. Les députés, les ministres disaient la France est une grande puissance musulmane. On a tendance à l'oublier aujourd'hui. Donc, l'angoisse française, c'est de voir un soulèvement du Maghreb à l'appel de Constantinople, et l'angoisse britannique, c'est de voir un soulèvement des musulmans indiens à l'appel de Constantinople. Donc, dans ce but-là, les Français et les Britanniques ont contacté la seconde autorité religieuse de l'islam sunnite, qui était le shérif de la Mecque, pour le pousser à un soulèvement. Et ce shérif de la Mecque, par ses fils, donc shérif Hussein de la Mecque,
était en relation directe par ses fils au mouvement autonomiste arabe de l'Empire ottoman, ses fils siégeant au Parlement ottoman et étant en contact avec les sociétés secrètes autonomistes arabes. Là, il y a une négociation longue, compliquée, remplie de fautes de traduction catastrophiques, qu'on appelle la correspondance Hussein-Mahmoud, qui est une série d'ambiguïtés entre donc Sir Henry McMahon, commissaire en Égypte, et le shérif Hussein de la Mecque. Suite à quoi la France et la Grande-Bretagne discutent de leur répartition de leur zone d'influence en déléguant chacun un diplomate de haut rang. Donc l'Angleterre délègue un certain Sir Mark Sykes et les Français un certain Georges Picot, qui vont donc négocier en 1915-1916 le partage de la région. Alors, ce partage de la région va entrer sous le nom d'accord Sykes-Picot, même si ce texte, en fait, a été signé par Paul Cambon et Edward Grey, ministre des Affaires étrangères britannique. Paul Cambon est un ambassadeur de France à Londres. Donc, à l'époque, dans les archives, on dit dans l'accord Cambon-Grey, Sykes-Picot est une invention britannique pour réduire le niveau de l'accord après la guerre. C'est pour ça que je persécutais mes étudiants quand j'avais encore des étudiants en fac, en disant qui a signé l'accord Sykes-Picot. C'était quelque chose de vache comme question. Donc, tout ça amène la révolte arabe, dont le premier but est de neutraliser la menace du djihad face aux empires britanniques et français. D'ailleurs, la première chose que fait la France au lendemain de la révolte arabe, c'est d'envoyer en pèlerinage à la Mecque des musulmans d'Afrique du Nord pour montrer que la France est du bon côté de l'islam dans la guerre. D'où d'ailleurs la création d'un pèlerinage français de l'Empire colonial, évidemment, qui sera organisé par l'État français jusqu'à 1962. Allez savoir pourquoi cette date est la fin du pèlerinage français à la Mecque. Ça, c'est la révolte arabe. En 1917, c'est l'année de tous les dangers, si j'ose dire. Ça ferait plutôt plaisir à mon voisin, puisque d'une part, vous avez la révolution de février qui a lieu en mars, en Russie, et puis en avril, vous avez l'entrée en guerre des États-Unis avec un certain président Wilson qui proclame le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, tout l'impérialisme classique européen est remis en cause. Tout le fondement juridique du colonialisme européen est remis en cause et les Français et les Anglais sont obligés d'accepter cette notion très dangereuse, évidemment, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors les Français, dans ce cadre-là, développent une idéologie politique pour la région qui est de transformer le Levant, cette France du Levant, dont les Français sont si fiers, en Syrie. Et les Anglais développent le projet, au contraire, de créer des États arabes sur leur tutelle. Et si vous regardez les textes, c'est absolument fascinant. La négociation Sykes-Picot, c'est une négociation pour délimiter la frontière entre la Syrie et l'Arabie. Car vous avez plusieurs idéologies en place. Et en particulier, beaucoup de Syriens se refusent de se reconnaître dans la révolte arabe. Ils trouvent que les Arabes, ce sont des Bédouins, ce sont des barbares, et que les Syriens sont civilisés et qu'ils ont plusieurs millénaires de culture derrière eux et qu'ils n'ont rien à voir avec ces gens venus de la Mecque. Ce qui fait que quand l'émir Faisal, le fils de Shérif Hussein,
arrive, joué par Alec Guinness, il me semble-t-il, dans le film Laurence d'Arabie, arrive à Damas en octobre 1918, il invente une formule de synthèse, probablement suggérée par ses conseillers britanniques, puisqu'il s'adresse à la nation arabe syrienne. Donc il fait la synthèse, le Parti socialiste. Et donc dans ce cadre-là naît cette formule qui est destinée à durer, qui s'appelle la formule Arabe Plus. Vous aurez des Arabes syriens. Un peu plus tard, les Palestiniens vont se définir comme Arabes palestiniens. Les Irakiens vont se définir comme Arabes irakiens. Puis 20 ans après, l'Égypte deviendra arabe égyptien, et puis on verra un peu plus tard, les Algériens deviendront arabes algériens, et ainsi de suite. C'est la formule Arabe Plus, et se crée cette notion centrale de ce qui va devenir le discours politique du nationalisme arabe, c'est qu'il existe une nation arabe, mais des peuples arabes au pluriel. Donc une nation, mais des peuples. En arabe, Oumma et Shurub. Donc on parlera par exemple du peuple palestinien, qui fait partie de la nation arabe. Sachez que c'est en 1918 que cette formule est adoptée. Donc, dans tout ça, ça nous amène à la complexité de 1919, où les Européens doivent à la fois satisfaire leurs appétits impériaux, trouver une solution pour appliquer le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et de cette apparente contradiction, ça naît une formule nouvelle qui est la formule des mandats. Dans cette région du monde, les provinces arabes de l'Empire ottoman deviendront des mandats dits A, de la catégorie A, de la Société des Nations. C'est-à-dire que la Société des Nations donne une mission sacrée de civilisation à la France, à la Grande-Bretagne, de conduire cette région du monde à un État moderne. Alors la France a un mandat sur ce qu'elle avait appelé les États du Levant, c'est-à-dire l'actuelle Syrie et Liban, et l'Angleterre reçoit 2 mandats, l'un sur la Palestine, avec une contradiction mortelle, puisque dans le mandat sur la Palestine, on doit créer un foyer national juif tout en portant la région à l'indépendance, et un mandat en Irak. Pour le reste, la péninsule arabique, qui était déjà largement sortie de l'orbite ottomane au début du XXe siècle, est dominée par les Britanniques, par un réseau d'alliances, de traités que les Britanniques ont conclus depuis la fin du XVIIIe siècle dans la région. Les Britanniques contrôlent les petits Émirats du Golfe. Ça n'a aucune importance, c'est des gens qui font de la pêche perlière. Et puis, ils ont des accords avec les maîtres du désert, et vous savez, progressivement, il y a un nouveau seigneur du désert, Abdelaziz Ben Saoud, qui est en train de construire un État à l'intérieur de la péninsule arabique en capturant les territoires des uns et des autres. Ce qui fait que vous avez la création de monarchies. Ça, c'est une chose assez intéressante. La notion de royauté n'existait pas dans la culture arabe classique. Vous avez des sultanats, mais vous n'avez pas de royauté. Pour être chic et européen, il faut devenir roi et non plus sultan. Donc les Arabes vont se doter de royauté. Le premier roi, c'est le shérif Hussein, qui devient roi du Hejaz. Ensuite, le Khedive, qui est devenu sultan, devient roi d'Égypte. Ensuite, Ben Saoud va piquer le royaume du Hejaz à Hussein et deviendra donc roi du Hejaz, et puis ensuite roi d'Arabie Saoudite en 1931. Enfin, les Britanniques sont incorrigibles. En Irak, ils font évidemment une monarchie. Tandis que les Français, en général, ils sèment des républiques. Allez savoir. Et
Ce qui est important pour la période de l'entre-deux-guerres, c'est que les mandats constituent un cadre. Un cadre dans lequel, en gros, les Européens, enfin les Franco-Britanniques, ont dit voilà un État, voilà des frontières, voilà une capitale. Voilà un territoire. Et ceux qui vont colorier le cadre, ce sont les élites locales. Il va se construire à partir des capitales désignées par les Européens, des classes politiques dont l'ambition est de s'emparer des territoires et de chasser les Européens. Donc, au Liban, c'est Beyrouth qui va devenir la capitale et qui va essayer de s'emparer du territoire libanais, alors que le noyau historique, c'est le Liban et pas Beyrouth. En Syrie, c'est Damas, dont le but de la classe politique de Damas, c'est de réunifier la Syrie autour d'elle et de chasser les Français. En Irak, c'est Bagdad. Le but de la classe politique de Bagdad, c'est d'unifier le territoire autour de Bagdad dans un mouvement de centralisation et de chasser les Britanniques. En Palestine, c'est la classe politique de Jérusalem qui prend la domination du territoire palestinien, à travers entre autres la personnalité de Benjamin el-Husseini, et de chasser les Britanniques et les sionistes, ce qui est un double programme évidemment plus difficile à réaliser. Et en quelque sorte, dans la péninsule arabique, vous avez le même phénomène avec la dynastie de Saoud, qui s'empare du territoire et qui construit un État, et le Yémen, autour de l'imam, qui là aussi, au Caire, l'État existe déjà, puisqu'on a un décalage d'évolution depuis le 19e siècle, mais là aussi, la classe politique égyptienne, autour du Caire, a le but de s'emparer du territoire et de chasser les Britanniques. C'est donc, si vous voulez, cette dialectique du mandat qu'il faut bien comprendre. À la fois, les Européens dominent, contrôlent, administrent, gèrent et transfèrent, puisque le mandat est une colonisation à durée déterminée, un CDD. Et en même temps, les élites locales collaborent ou combattent la puissance coloniale, parce qu'ils savent de toute façon que les coloniaux doivent partir. C'est programmé, c'est dans la charte du mandat. Alors ça, c'est sur le cadre des mandats qui explique la construction des États contemporains, d'où le fait que le discours arabe sera schizophrène sur le sujet. Parce que d'un côté, les Arabes ont passé ce temps à se plaindre de Sykes-Picot qui les a divisés, partagés, etc., mais ils sont incapables de revenir en arrière, parce qu'en fait, le cadre du mandat a été investi par les élites politiques arabes, administratives, et qu'elles n'ont pas intérêt à remettre en cause ce qu'elles ont gagné dans leur lutte de conquête des territoires, de contrôle de la population, de contrôle des ressources, et ainsi de suite. Second point, c'est que les Britanniques de l'entre-deux-guerres sont très intelligents. Les Britanniques de l'entre-deux-guerres ont découvert que l'Empire britannique était trop étendu, surétendu, et qu'il était plus gérable. Donc il n'était pas question d'intégrer de nouveaux territoires à l'Empire britannique. De fait, les mandats ne font pas partie juridiquement de l'Empire britannique, et surtout, l'Angleterre cesse de penser en termes de territoire pour penser en termes de réseau. Les Britanniques pensent l'espace du Moyen-Orient comme une série de routes. La première, c'est la route maritime, donc il faut contrôler Suez. La seconde, c'est les routes aériennes, parce que dès 1919, d'aéroport à aéroport, on peut aller de Londres à l'Inde, la route des Indes, mais maintenant c'est une route aérienne. Alors le but des Britanniques, c'est de contrôler tous les aéroports, enfin d'avoir une chaîne d'aéroports entre Londres et l'Inde pour contrôler la route aérienne. Et donc, si vous prenez l'avion, vous partez de Londres, vous atterrissez à Gibraltar, ensuite à Malte ou à Chypre, ensuite en Palestine, ensuite en Irak, et puis de l'Irak, de Basra, hop, vous arrivez
en Inde. Donc partout, les aéroports sont britanniques. Ce qui vous explique sur la carte, si vous l'avez en tête, vous voyez l'espèce de corridor qui part de la Jordanie, qui fait partie du mandat sur la Palestine et qui touche l'Irak. Vous avez une espèce de corridor entre l'Arabie Saoudite et la Syrie. C'est la route aérienne britannique vers l'Inde. C'est pour ça que la frontière a été fixée en fonction des aéroports. Et ensuite, on y rajoute, parce qu'il y a une nouvelle révolution en cours, le pétrole. Les Britanniques contrôlent les réseaux de l'éoduc, puisqu'il y a du pétrole en Iran depuis 1908, enfin, qu'on exploite depuis 1908 en Iran, et qu'on exploite le pétrole de l'Irak à partir de la fin des années 1920. Et donc, la nouvelle route, c'est les oléoducs. Donc, l'Angleterre veut les routes terrestres, les routes aériennes, les routes maritimes et les oléoducs. Avec ça, elle est contente. Elle est prête à accorder l'indépendance si on accorde tout le reste. C'est pour ça que les États sous domination britannique sont émancipés, puisque ce qui compte pour les Britanniques, c'est la sécurité des routes impériales de communication. C'est le terme utilisé à l'époque. Donc l'Angleterre passe des traités qui accordent à ses possessions des indépendances, mais qui assurent la sécurité des routes impériales de communication. Donc on parle, si vous voulez, d'empire par traité ou d'empire par réseau pour marquer ça, puisqu'il y a quelques bases militaires britanniques par-ci par-là. C'est essentiellement des bases aériennes pour contrôler l'ensemble de la région. Tandis que les Français, eux, ils s'enferment dans un cul-de-sac qui est la Syrie et le Liban, parce que ça mène nulle part. Mais enfin, bon, ils ont des écoles où on fait du La Fontaine. Ça, ils en sont très fiers. Et puis, ils ont quand même 23-75% des concessions du pétrole irakien. Ce qui est notable, puisque pour gérer ces 23-75%, c'est-à-dire la part française dans l'Irak Petroleum Company, les Français créent une compagnie qui s'appelle la Compagnie Française des Pétroles, qui a pour marque de distribution Total, et qui existe toujours, voilà, et qui est née de ces partages impériaux du début des années 1920. Alors, dans la péninsule arabique, dans l'entre-deux-guerres, même jeu, les Britanniques délimitent. Ils fixent des frontières, ils envoient des commissions de bornage. Voilà la frontière entre le Koweït et l'Arabie Saoudite, la frontière entre l'Arabie Saoudite et l'Irak, la frontière entre l'Arabie Saoudite et le Yémen, la frontière entre l'Arabie Saoudite et les Émirats. Tout ça, les Britanniques travaillent à délimiter des frontières. Ce sont des arbitrages impériaux britanniques. Et les gens, ce sont des propositions qu'on n'a pas le droit de refuser dans le système britannique. Alors, vous avez la révolution pétrolière. Je lui ai dit, le problème de la France et de la Grande-Bretagne, ce sont des grandes puissances militaires, mais elles n'ont pas de pétrole. Or, la Première Guerre mondiale a démontré que pour faire la guerre, il faut du pétrole. Et en 1918, le grand homme d'État britannique, Lord Curzon, a dit « Nous avons gagné la guerre sur un flot de pétrole ». Donc, il faut qu'il y ait du pétrole dans les empires coloniaux. Parce que sinon, vous achetez le pétrole aux États-Unis. Parce que c'est le premier producteur mondial. Mais vous dépendez des États-Unis. À ce moment-là, le Japon dépend, pour sa machine de guerre, du pétrole américain. Ce qui expliquera Pearl Harbor. Parce que les Américains avaient coupé le pétrole au Japon. Donc, la question est absolument